Salut tout le monde, c'est l'été sur Entre vous et moi avec ce nouveau best-of. L'occasion de découvrir, redécouvrir l'amitié incroyable entre Antoine Duléry, ce comédien que vous adorez, et le grand Charles Aznavour. Également Anne Silla, chanteuse que vous avez découverte dans The Voice, mais on connaît moins son aventure américaine avant d'arriver en France. Et puis le producteur et réalisateur Romuald Boulanger, qui nous raconte ces instants précieux qu'il a vécu avec son papa avant que celui-ci ne meure, et qui ont façonné aussi l'homme qu'il est devenu, le grand producteur qu'il est devenu. Et puis tout de suite, Ève Bria, une coiffeuse pas comme les autres, une coiffeuse qui coiffe à l'intuition et qui elle aussi va nous parler de la mort de son père, brutal, mais qui lui ont permis aussi cette renaissance qu'elle mérite. Voilà, c'est l'été sur Entre vous et moi, un abonnement sur la chaîne, un clic, un commentaire, des podcasts aussi à retrouver, et puis surtout, c'est important, c'est l'été pour nous, mais c'est aussi l'été pour eux, nos animaux qu'on adore. Milo, il part en vacances aussi, Max, mon chat, et les vôtres aussi, on ne les abandonne pas. Merci pour eux. Mon Milo. Eh ben non, on ne t'abandonne pas. Ton papa, Ouais. il était qui, ce papa? Alors déjà, il s'appelait Christian. Hein. Il était hypersensible. Je l'ai appris après, parce que sur le moment, moi, je ne savais pas trop qui il était. Mon papa, c'était quelqu'un qui adorait fabriquer avec ses mains. Et il avait une passion, c'était les armes à feu. Donc les armes à feu, il les construisait. Et donc, il les construisait à la cave. Donc c'était un endroit où on n'avait pas le droit d'aller à la cave. Où moi, je n'avais pas le droit d'aller. C'était le seul endroit, moi, j'étais un peu comme un feu follet. Tu vois, je n'étais pas éduquée, c'est-à-dire que la maison était en construction, parce qu'elle était construite sur un terrain que mes grands-parents avaient donné à mes parents. Donc, c'était un bout de terrain qui valait sans doute probablement pas grand-chose à cette époque-là, là-bas. Mais comme mon père était très manuel, eh bien, ils ont construit, en fait, sur ce terrain, un pavillon. Donc, moi, j'ai vécu là. Parmi des clous, des planches. Normalement, tu ne mettrais pas un enfant là parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Mais pour eux, c'était comme un gap de vie parce qu'auparavant, j'habitais dans un endroit qui était encore pire, on va dire. Donc pour eux, c'était l'accession à la propriété. Donc eux, ils étaient sûrement contents. Voilà. L'amour était là? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que c'est l'amour? Ça, c'est une question que je me demande tout le temps. Hein. Qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on pense quand on dit j'ai eu des parents aimants? Câlin? Alors non. Baiser? Non. Des mots? Non. Tu avais à manger? Ah oui. Oui, parce que comme je le dis, autour, il y avait des gens. Et des gens qui arrivaient d'ailleurs, cette mixité sociale, qui fait que s'il y en a pour 5, il y en a pour 10. Tu vois, donc moi, j'ai jamais manqué de rien. Mais peut-être j'ai manqué de l'essentiel pour se construire. Ton papa, tu dis qu'il construisait des armes dans sa cave. Ouais, mon père s'entraînait sur des parpaings au tir avec des bouteilles, tu vois, et on trouvait des douilles par terre. Et tu le voyais tirer? Non, je l'ai jamais vu tirer, jamais. Une fois? Ouais. Tu l'as vu tirer? Je l'ai pas vraiment vu parce que je crois que j'ai pas voulu voir. C'est le soir où il s'est suicidé. Hein. J'ai plus entendu que vu. Dans la maison? Ouais, c'était dans la chambre. En fait, il cachait une vanne de Longriff sous le lit de mes parents. Et je crois qu'il avait toujours peur qu'on vienne nous cambrioler. Tu vois, il essayait de sécuriser son foyer. Et comme il buvait, il est devenu insécurisant pour nous après. Mais pour lui, d'ailleurs, on ne s'est jamais fait cambrioler. Et on est les seuls vraiment à ne s'être jamais fait cambrioler. Je pense que les gens autour savaient qu'il ne fallait pas rentrer dans ce pavillon-là sous peine de peut-être pas en ressortir vivant. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, comme il s'est mis à beaucoup boire, je pense que la tête après, elle n'est plus la même. En fait, quand il rentrait, tu vois, moi je captais toujours, j'essayais toujours avant qu'il rentre, avant même qu'il rentre, de capter dans quel état il pouvait rentrer. Je sais que j'invitais pas d'amis chez moi, que je ne faisais venir que ma meilleure amie parce qu'elle avait une vie pire que moi. Enfin, pas pire que moi, mais un peu
similaires, donc elle pouvait comprendre que c'était un peu, ça pouvait être un peu touchy de rentrer chez moi. Et mon premier acte, c'était est-ce que mon père est là? S'il est là, on ne reste pas parce qu'il faut que je vois dans quel état il est. Mais souvent, il n'était pas là. Souvent, il était dehors. Et quand il s'est suicidé, Ouais. tu étais à l'école primaire, au collège? J'étais au collège. En termes d'âge. Ouais. J'étais au collège, c'était un soir. Il y avait les Enfoirés. Et mon père adorait Coluche. De toute façon, c'était quelqu'un de très généreux à la base. C'était vraiment quelqu'un de très généreux. Et il avait demandé à ma mère de lui enregistrer Coluche. L'émission. Ouais. Et comme il est rentré tard, moi je l'ai vu rentrer. Il faut imaginer un pavillon où il fait nuit, donc on ne voit pas bien. On voit à travers une lueur qui éclaire la porte. Je l'ai vu tituber assez fort et je me suis dit que ça sentait pas bon ce soir-là, je ne sais pas pourquoi. Et donc je lui ai fermé la porte. J'ai fermé la porte. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fermé la porte. Et donc ensuite je l'ai vu changer de regard et avec son poing il a traversé la porte. C'est-à-dire qu'on avait une porte en verre, mais en verre avec des croisillons en fer. Donc il aurait pu aussi mettre sa main dans le fer. Enfin, tu vois, et donc j'ai réouvert tout de suite la porte. Tu vois, j'ai dit qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? En fait, je me suis toute radoucie. Parce qu'au départ, je voulais nous protéger d'un truc que je sentais qu'elle allait virer. Je le sentais, tu vois, en tant qu'enfant, adolescente, j'ai tout senti à l'intérieur de moi. Donc j'ai voulu nous protéger. Ensuite, j'ai vu que fermer la porte, ça ne protégeait pas, ça faisait pire. Ça décuplait le mauvais alcool de mon père. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu tout plein de sang couler à travers sa main. Et là, j'ai compris que j'avais fait une boulette. J'ai compris que ça... Et il m'a regardé, il m'a dit, tu ne me crois pas? Et il est allé tout droit dans la chambre. Il s'est assis sur le bord du lit. Donc là, il n'a pas allumé la lumière. Je l'ai senti prendre l'arme. Il s'est assis et ma mère disait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je lui disais, reste là où tu es. Reste là où tu es. Moi, j'avais que ça en tête. C'est s'il la prend, comme il disait, je vous en tirerai une toutes les deux dans chaque genou, le fauteuil roulant, vous allez connaître. Moi, dans ma tête, ce soir-là, il vrillait, parce qu'il disait souvent, et après, je me finis. D'abord, je vous fais, ensuite, je me finis. Donc, je me disais, alors là, il ne faut pas qu'il bouge de la chambre. Donc, moi, dans ma tête, je n'imaginais pas tout le reste. Tu vois, et en fait, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a mis l'arme dans sa bouche et il a tiré. Et on entendait, bah, tu vois, c'est une déflagration que, aujourd'hui, je ne peux plus entendre un livre claquer. Je peux plus, il y a des bruits un peu sourds comme ça. Et ma mère est arrivée. En fait, j'ai compris à ce moment-là, parce que j'ai entendu le poids lourd d'un corps qui tombe sur un lit. Tu vois, j'ai compris, en fait. J'ai compris que ce n'était pas nous, c'était lui. Et ma mère est venue, et elle est rentrée dans la chambre. Et ensuite, elle est sortie. Mais elle est sortie tellement vite pour prévenir les voisins. En fait, elle hurlait, tu vois. Et quand elle est sortie, moi, je lui demandais le numéro du SAMU. Parce que j'étais petite, tu vois, donc... Et elle m'a donné le numéro, j'ai appelé le SAMU, tu vois, comme avec un sang-froid dingue. Et quand ça a décroché, j'ai dit, voilà, mon père vient de se tirer une balle dans la bouche. Et on m'a dit, quelle est l'arme? J'ai dit, 22 longs rifles. Je suis restée très stoïque. Et en fait, ma mère était dehors à prévenir tout le quartier. Et donc, le SAMU est arrivé très vite. Moi, j'avais qu'une obsession, c'était ne pas voir le corps, le brancard. Et quand ça a été fini, bien sûr, il y a eu des policiers. Il y a eu, c'est un moment tragique d'une vie qu'on peut lire dans les magazines, enfin dans les journaux, tu vois. Les faits divers. Donc tu as les policiers qui essayent de savoir qu'est-ce qui s'est un peu passé. Et moi, la seule chose qui sortait de ma bouche, c'était c'est fini. C'est fini, mais j'étais soulagée. Un soulagement. Un soulagement. Ma mère était sous Valium en piqûre. Le médecin s'occupait d'elle. Donc ils l'ont mise sous tranquillisant. Mais moi, dans ma tête, j'étais dans la cuisine, j'oublie. Tu vois, il y a un mouvement et moi, j'ai qu'une obsession, c'est ne pas voir sortir le brancard. Parce que comme il répétait ça souvent, je vous aurais toutes les deux et c'était devenu tellement invivable. Chaque jour était invivable. Parce que chaque jour, tu ne savais pas si la nuit, tu pouvais dormir. Donc, tu as toujours cette oppression, une oppression qui est telle que tu demandes tous les soirs qu'on vienne t'aider. Et je peux même vous dire, vous avouer une chose très émouvante, c'est que
Charles Aznavour m'a donné son amitié aussi, mais sur le tard, bien sûr, parce qu'il était très âgé. Et j'ai fait, un jour, il était à Paris, je l'appelle, il me dit, tu es à Paris? Oui, je rentre du Japon. Il habitait dans le sud. Mais je suis là toute la semaine à Paris. Je dis, t'es là? Ah ben c'est génial, je vais organiser un déjeuner avec Jean-Paul Belmondo. Toujours ce truc que j'ai aussi de mettre les gens en commun et de partager un bon moment. Il me dit, ça me fera plaisir, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Jean-Paul, ça me fera plaisir. Donc j'organise un repas toujours chez René, là. Pas faire de pub, mais c'est pas grave, c'est fait. Et on déjeune, je crois qu'il y avait aussi son producteur. Enfin bref, on déjeune tous les 3 ou 4. Et à la fin, je les regarde et je mesure la chance que j'ai d'être avec ces deux amis. Enfin, c'est quand même Belmondo et Aznavour. Et je lui dis, les amis, on a un peu picolé, c'est sympa. Je lui dis, c'est un honneur d'être avec vous deux. Et là, Charles, qui aimait bien le jeu de mots, fait, c'est peut-être un honneur pour toi, mais pour moi, c'est un bonheur. Qu'est-ce que vous faites demain à déjeuner? On est en train de déjeuner. Ben, moi, je ne tournais pas, Jean-Paul, on ne tournait plus non plus. Ben, on ne fait rien. On déjeune ensemble, tous les trois, mais dans un autre restaurant, et c'est moi qui vous invite. Oh là là. J'invite là, on se revoit le mercredi, on rebouffe ensemble. Il y a Paul aussi qui vient, le fils de Paul. On boit, on picole. On passe. C'est rare, on bouffe 2 jours formidables. Le lendemain, je l'appelle. Il était content, Bébel. Il retourne dans le sud. Dimanche soir, il est dans le sud. On a bouffé mardi, mercredi. Dimanche soir, il est dans le sud. Et il voit son voisin qui est Michel Leb, qui va me le raconter après. À l'enterrement d'Aznavour. Il voit Michel Leb et lui dit « Je suis content parce que j'ai déjeuné 2 fois avec Bébel cette semaine et je l'aime bien ce petit Antoine, il me fait rire. » On est dimanche soir, il est mort lundi matin. Wow. J'ai fait les 2 derniers déjeuners avec Charles, comme s'il avait senti qu'il fallait prolonger le bonheur. Le bonheur, donc on dit mardi, mercredi, lundi matin, Jean-Paul m'appelle à 8h. Oh Antoine, tu as vu ça? Et il a dit cette phrase à Michel Leb qui me l'a dit aux Invalides. Et je l'aime bien ce petit Antoine. Là, j'ai fait Jean-Paul. Et je l'aime bien ce petit Antoine, il me fait rire. Alors, c'est vrai, si je peux m'enorgueillir de trucs, c'est que j'ai fait rire beaucoup de gens. Il y a du boulot aussi. 17 ans de conservatoire à Valence, violoncelliste, pianiste, chanteuse. Alors et pas danseuse. pianiste, hein. Mais tu sais faire. Parfois on me dit que je suis pianiste, mais c'est vrai que je l'ai appris comme ça parce que en fait j'étais fan de Titanic et de Céline Dion et que j'ai vu un gars jouer ça et j'ai dit tu sors pas du truc tant que j'ai pas appris. Donc c'est comme ça que j'ai appris le piano. Donc je suis pas vraiment pianiste. À la fois la rigueur du classique Ouais. et l'évasion du jazz, qui est aussi très rigoureux. Ouais. La liberté du jazz, je dirais. Et tu files aux États-Unis. Je file aux États-Unis pour quelque part commencer une histoire incroyable, quoi. Je suis partie à New York, c'était vraiment la découverte du jazz, la découverte d'un monde que je connaissais pas du tout, du monde de la musique, du monde de la nuit, du monde des clubs de jazz dans lesquels l'horaire des concerts, c'est 4h du mat', quoi. J'avais des potes qui jouaient à 4h. Tu fais quoi ce soir? Je joue. À quelle heure? À 4h. Donc voilà, un monde qui m'était totalement inconnu et qui me fait littéralement péter un câble, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais c'est ça, en fait. C'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux faire, c'est là que je veux être. Et j'ai en plus la chance de faire des rencontres qui sont non seulement des belles rencontres artistiques et professionnelles, mais qui sont aussi des gens qui m'ont fait me rendre compte que l'impossible est possible, quoi. Et donc, c'est vrai que là, j'ai 20 ans, c'est la première fois que je suis inarrêtable, quoi. Qu'est-ce que tu ressens, en fait? Qu'est-ce qui se passe au fond des tripes pour se dire, peu importe ce que les autres vont dire, peu importe les portes fermées, je sais que c'est ça. C'est viscéral, quoi. Je sais pas comment dire. C'est comme aimer le chocolat, quoi. C'est-à-dire que je me sentais à ma place chez moi. Quand je suis dans un taxi à New York, j'ai l'impression que je vis ma meilleure vie, quoi. Et il y avait aussi cette culture-là à New York qui était le truc que j'ai le plus apprécié, en fait, dans ce milieu. La concurrence, mais la concurrence de la bonne manière. Et donc, contrairement à ce que j'avais l'impression de vivre en France, qui était si je veux être meilleure que toi, je t'écrase
Là, c'était on y va tous. Le premier qui gagne, On sera là pour le on sera là pour lui. Mais surtout, au lieu de t'écraser, je te dis ce que moi je fais, tu me dis ce que tu fais et on y va. Et après que le meilleur gagne, quoi. Et je voyais ça constamment dans les clubs de jazz. C'était quelque chose qui disait on peut tout faire, on s'en fout du niveau. Si on bosse, on va y arriver. Et ça, vraiment, je trouve que c'est peut-être le truc qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus apporté, en tout cas là-bas, quoi. Yes, we Ouais, can. yes we can. Quand tu y es, toi-même, tu te sens faire les choses que tu n'as jamais fait, quoi. Et tu te dis, mais il m'arrive quoi? Ben, je sais pas. Il m'arrive que je deviens ce que j'ai envie d'être, quoi. La passion, non, la passion de faire de la radio, j'étais fan de radio, fan de cinéma. Donc des fois c'était génial parce que j'arrivais à lier les deux quand c'était un acteur que j'interviewais. Donc c'était Donc à 12 ans déjà, tu animais. À 12 ans, je une faisais de la émission. radio locale le mercredi, le samedi, pendant que mes copains allaient faire du foot. J'étais passionné de ça, j'étais vraiment passionné. Et à 17 ans et demi, j'ai demandé à mon père de m'amener à Paris pour aller faire des interviews pour mon émission. Et en même temps, j'avais fait une petite cassette de maquettes, parce qu'on faisait comme ça, nous les animateurs, on faisait des petites maquettes et je me suis dit, tiens, j'ai 17 ans et demi, après le bac, qu'est-ce que je fais? Et si j'allais postuler dans les radios? Et j'avais l'envie de déposer ma maquette à Énergie. Donc à 17 ans et demi, je pars avec mon père, il m'emmène, on fait toute une journée d'interview truc, et au moment où on arrive le soir à 21h devant Énergie pour déposer ma maquette, je ne la retrouve pas. Ma maquette est perdue. Je dis, ah, mais j'ai pas ma maquette et tout. Et on cherche, je la trouve pas, je l'ai perdue, etc. Et mon père dit, bon, bah, c'est pas grave et tout. Et on reprend la route, on retourne à Montargis. Et au milieu de la route, après 40 minutes, je retrouve la maquette qui était tombée dans le siège. Ouais. Et je dis, ah, elle est là en fait. Et mon père qui travaillait dur, qui se levait tôt le matin et tout, il prend la première sortie de bretelles, il fait demi-tour, on refait 35 minutes de route. Et on arrive devant Énergie à 22h30. Là, il y a un gardien qui est là, qui se voulait. Je dis, bah, bonjour, voilà, je viens de déposer une maquette. Est-ce que c'est possible de la passer à quelqu'un, de l'écouter et tout? Et on repart dans l'autre sens. Le gardien, il apprend, c'est vraiment un gardien. Je me dis, il y a une chance sur 1000. Et une semaine après, mon père meurt. D'un souci, il a un caillot derrière le genou, il faisait beaucoup de sport, ça a embolie pulmonaire, il meurt. Et le lendemain de sa mort, Énergie m'appelle. Bonjour, on a trouvé une maquette sur un bureau. Vous êtes qui? Et c'était un mec qui s'appelle Marc Scalia. Oui. Et Marc Scalia me dit salut, j'ai trouvé une maquette sur mon bureau. Donc je ne sais pas comment elle s'est retrouvée sur le bureau, cette maquette, mais le lendemain de la mort de mon père. Et quelques jours plus tard, je me retrouve dans le bureau de Marc qui me dit t'as quel âge? Il dit t'as 18 ans? Je dis oui, j'avais même pas 18 ans encore. Il dit oui, tu connais la Bretagne, non? Ah bah tiens, tu vas y aller, pam pam. Et il m'a envoyé à Énergie Brest. Et après d'Énergie Brest, j'ai fait Énergie Côte d'Azur, Énergie Paris. Mais cette maquette, ce truc symbolique fou de pouvoir déposer une cassette que j'aurais peut-être jamais déposée. La vie, c'est marrant parce que si mon père n'avait pas pris la première bretelle et fait demi-tour, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui, quoi. Ouais. Tu y penses à ça? Tu te dis qu'il y a dans la vie des choses qui doivent se faire en donnant un petit coup de pied? Ouais, ah bah c'est sûr. Et surtout, je me dis la vie, elle aurait pu être différente complètement. Si mon père avait dit, ah bah c'est pas grave, on y retournera la semaine prochaine, ou enfin vraiment, je pense que les chemins se font par des détails, quoi. Ouais. Si tu devais dire à ce petit bonhomme de 18 ans qui vient de perdre son papa, qui se retrouve devant un micro, tu lui dirais quoi aujourd'hui, là? Je lui dirais ça va aller. Je dirais ça va aller. C'est pas simple, ça va aller. Parce que pardon. Mais c'est non, ça va aller. Ouais. Ça va aller. C'est ce que j'ai dit à mes mômes. C'est vrai. Pardon. Non, mais c'est sûr parce que c'est vrai que quand on se c'est l'inconnu, mais ça va aller, la vie est plus forte que tout va aller. Et même, tu vois, même quand on perd des gens très jeunes, ça va aller.
Quand l'amour est là aussi. L'amour est là, tu reconstruis ta famille, ça va aller, tout va bien. Tu vois, la vie est plus forte que tout et franchement, tout va bien. On m'avait pas dit que... Que t'allais chialer, tu vois. On m'avait dit, tu verras, Romain, Tu vois, il est hyper hyper drôle. Alors c'est Toto, il va en Belgique. Ah, t'es con, hein. À très vite pour un nouveau best-of. On se retrouve tout l'été sur la chaîne Entre vous et moi, mais également en podcast. Merci de vous abonner, de laisser un like et un petit commentaire. Ça fait un bien fou de vous lire. Très bel été à vous.